14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. La question de la réouverture des maisons closes a de nouveau été soulevée. Alors ça m'a donné envie de revenir sur ce sujet qui est quand même le plus souvent mal abordé. Est-ce qu'on peut sérieusement vivre de ses charmes, c'est-à-dire monnayer un rapport sexuel? Alors pour la plupart des gens, ça semble impossible, comme si quand on fait l'amour, c'était toujours par une sorte d'amour pur et totalement désintéressé. Alors je ne crois absolument pas à cette soi-disant pureté humaine. En tout cas, on va parler de tout ça ensemble en compagnie de Arthur Vernon. Alors Arthur Vernon, depuis très longtemps, travaille sur ces questions d'ordre sexuel. Son point de vue est peut-être un petit peu différent du mien, et tant mieux, parce que j'ai toujours su que la vérité prenait forme grâce à une confrontation d'avis. De même, on pourra revenir sur la pornographie. C'est vrai qu'on entend de plus en plus que les actrices ne sont pas consentantes. On pourra aussi parler de la question de la liberté sexuelle qui, pour certains, serait en danger, et je vous invite à venir nous rejoindre pour parler de tout ça. C'est le 0826 300 300, le numéro libre. Vous pouvez également nous envoyer un SMS, vous envoyez Brigitte, votre message au 7 20 18. Arthur Vernon, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez beaucoup travaillé sur toutes ces questions, vous en avez même écrit sur ces questions. Je sais que vous préparez aussi un peu un livre qui est pas loin de tout ça. Et puis vous êtes surtout le cofondateur avec Flore Chéry de ce bar à fantasmes parisien, le Sweet Paradise, qui se trouve 12 rue Marie Stuart dans le 2e, où là il y a une liberté d'être, une liberté sexuelle. Alors quel est votre avis sur la réouverture des maisons closes? C'est un sujet assez récurrent au fil des années, de temps en temps. Et là je crois que c'est une maire une adjointe du 16e arrondissement qui avait lancé cette idée il y a 15 jours, 3 semaines. Oui, bonjour Brigitte. Et alors effectivement, le sujet est revenu sur dans le débat public à la suite d'une élue Horizon qui s'inquiétait pour les prostituées du Bois de Boulogne. Donc c'est une élue du 16e arrondissement et qui à cette occasion a formulé cette idée, qui a remis cette idée sur le tapis de pouvoir rouvrir des maisons closes pour des raisons principalement de sécurité, d'hygiène vis-à-vis des prostituées. Vous croyez que c'est vraiment vis-à-vis des prostituées et non pas de ceux qui étaient dans le bois qui sont en voiture dans le Bois de Boulogne? C'était officiellement, en tout cas, son discours, se placer dans leur intérêt. Et on sait bien que les politiques ne mentent jamais. Voilà, bien sûr. Et d'ailleurs, de façon amusante, dans le cadre de ce débat, elle a reçu un soutien assez appuyé de Louis Sarkozy. Oui, j'ai vu ça. Oui, voilà. oui. Qui était tout à fait motivé sur le sujet. Moi, en ce qui me concerne, je pense que chacun est libre de disposer de son propre corps. Et la vraie question qui se pose, c'est dans quelle mesure l'État, puisque c'est l'État qui fixe des règles et qui autorise ou qui interdit l'acte de prostitution, dans quelle mesure l'État peut interdire à certaines personnes au nom de leur bien-être. C'est-à-dire, moi, l'État, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Alors, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Il y a eu, on en a beaucoup parlé, des jurisprudences du Conseil d'État, c'est-à-dire là où la justice intervient pour dire il y a des choses qui sont des atteintes à la dignité humaine, et donc même si vous avez envie de le faire, moi, je vous l'interdis. Le cas le plus fréquent, le plus connu, c'est le lancer de nains. Il y a des nains qui acceptaient que pour un simple divertissement, ils puissent être lancés, et la justice a dit non, même si vous êtes d'accord pour le faire, nous on considère que c'est une atteinte à votre dignité, donc on refuse. Comme l'élection des Miss Junior, enfin des petites filles Miss, je sais pas voilà, quoi. Oui, vous avez raison. Voilà, des enfants, effectivement. Donc voilà, donc la justice ou l'État, par la loi, peut intervenir sur ce type de sujet. Précisons qu'aujourd'hui, actuellement, les clients des prostituées sont pénalisés, c'est-à-dire que mais les prostituées ont le droit d'exercer leur métier. Alors cherchez la cohérence dans cette loi, mais en tout cas on en est là. Oui, c'est parce qu'intellectuellement, l'État, la position donc officielle de la France, considère que les prostituées, si elles se prostituent, c'est obligatoirement qu'elles sont victimes du système. Donc on ne va pas rajouter une sanction sur des victimes, et donc par contre tout l'environnement sera sanctionné. Les moins sanctionnés seront les clients, mais qui seront quand même sanctionnés avec une amende, et les plus sanctionnés seront ceux qui vont assister ou bénéficier de cette prostitution qu'on appelle les proxénètes. Et là, on pourrait être d'accord. Oui, bien sûr.
être d'accord, toujours par rapport à ce qu'on entend, évidemment, si on force quelqu'un à se prostituer, ça mérite une sanction très très lourde. Et d'ailleurs, le proxénétisme est puni, je crois, de 10 ans de prison. Donc c'est une sanction lourde et méritée. Évidemment, on ne peut pas forcer quelqu'un à se prostituer, c'est totalement inadmissible. La question qui se pose, c'est que les prostituées, celles qui ont envie de le faire, aujourd'hui, même si elles ont un local, par exemple, le propriétaire du local, lui peut aussi être puni pour proxénétisme, parce qu'il a fourni indirectement une aide. Donc il y a une question philosophique, est-ce que l'État sait ou non mieux que les personnes eux-mêmes ce qui est bon pour elles? Donc ça, c'est vraiment la première chose. Mais de toute façon, c'est une question philosophique. Est-ce que l'État a légiféré sur tout ce qui est de l'ordre de l'intime? Et malgré tout, vendre une partie de son corps, ça reste de l'intime. Oui, complètement. Et en même temps, ce qui est important peut-être à dire tout de suite, parce que ceux qui nous écoutent n'ont peut-être pas trop la connaissance de la prostitution actuellement, elle est très très vaste. C'est-à-dire qu'il y a à la fois malheureusement des réseaux proxénètes qui font venir des filles de force et qui les utilisent, et puis après avec l'Europe c'est facile, ils les emmènent d'un pays à un autre et c'est très compliqué pour la police de les coincer, osons le dire. Ouais. Il y a les escort girls qui se prostituent par internet, il y a des jeunes filles qui se prostituent, et d'ailleurs je voulais parler de cette très belle bande dessinée qui est sortie chez Glénat, que je peux vraiment vous conseiller, je vous l'offrirai, Arthur Vernon, ça s'appelle Cybéline, chronique d'une escort girl, c'est vraiment une jolie histoire sur cette jeune fille qui justement fait des études et se trouve un sugar daddy, et c'est pas si simple. Il y a les filles qui font du camsex, qui elles pratiquement ne rencontrent même pas les clients, se masturbent ou se déshabillent devant des hommes pour de l'argent. Enfin bon, c'est très vaste aujourd'hui la prostitution. On peut pas et puis il y a pour certains aussi la pornographie, parce que le débat, est-ce qu'une actrice de film porno et une prostituée c'est la même chose? Moi je prétends, je crois que je suis assez bien placée pour le dire, que oui, c'est un peu la même chose. Je vois pas pourquoi on ferait une différence. C'est toujours avoir un acte sexuel contre de l'argent. Après, que ce soit avec un client ou un collègue de travail, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Arrêtons de jouer sur les mots. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. La loi française y voit une différence dans le sens où elle ne veut pas qu'on paye. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Non, mais bien sûr. Mais alors, évidemment, je suis plus pour militer sur une forme de libéralisme sur le sujet plutôt qu'une restriction et de rajouter encore des contraintes. Moi, je dirais sur le sujet, il y a une question à laquelle je n'ai pas la réponse parce que je ne suis pas scientifique ni médecin, c'est que il y a beaucoup de prostituées, parmi les volontaires qui ont écrit, qui ont témoigné sur le sujet, et à chaque fois apparaît une question qui est pendant l'acte sexuel, il y a une question de dissociation. Et cette question de la dissociation pose la question de savoir si l'acte sexuel sous cette forme-là entraîne des conséquences psychiques pour la personne. C'est-à-dire, est-ce que ça a ou non des conséquences négatives pour la personne? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais je pense que c'est une vraie question qui mériterait d'être posée pour savoir en toute connaissance de cause qu'il y ait une étude sérieuse sur l'impact qu'un acte sexuel, on va dire, consenti mais non désiré, puisque s'il n'y a pas de désir, généralement, dans la très très grande majorité des cas, les prostituées n'ont pas de désir pour leurs clients, mais elles y consentent. Elles ont de la jouissance parfois, elles ont des orgasmes, ils ont des... Enfin, je veux dire, c'est déjà de voir la prostitution sous un angle très péjoratif. Oui, en tout cas, mais dans la littérature, dans les témoignages, dans tous ceux qui écrivent sur le sujet, ça peut passer d'Emma Baker dans La Maison à Soisig Belin qui a aussi écrit sur le sujet. À chaque fois, on a ce concept de dissociation qui apparaît. Oui, mais alors moi je vais vous dire quand même, puisque j'ai tourné des films pornographiques et je me suis un petit peu arrangée de temps en temps, à l'époque où j'avais des difficultés financières, pour avoir de l'argent d'hommes qui avaient beaucoup d'argent. Sincèrement, c'est une belle manière de ne pas travailler sur soi et de ne pas réellement comprendre pourquoi on a fait ça et qu'est-ce qu'on en a retiré. De se dire qu'il y a une dissociation entre le corps et l'esprit. Voilà, ce que je veux dire, il y a toujours, bien sûr, une relation entre le corps et l'esprit, évidemment.
Et cette dissociation, c'est une façon, c'est une défense qui est tout à fait bien trouvée. Et pourquoi pas, hein, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ceux qui font comme ça. Mais c'est une défense. C'est pas une réalité. Oui, mais moi, je vous rejoins encore une fois tout à fait là-dessus. Et il y a certains métiers qui sont encore pires. Quand on est soldat, qu'on doit tuer des gens, à mon avis, le traumatisme psychique est infiniment plus important. Vous avez raison. Donc le fait simplement, c'est de poser, dans le cadre d'un débat de société, de poser les éléments. Et à partir de là, une fois qu'on a posé les éléments, on prend une décision collective sur le sujet. On va déjà essayer pendant 2 heures de poser les éléments avec ceux qui nous écoutent et qui vont donner leur témoignage. Je savais que vous seriez tout à fait à la hauteur de ce sujet tellement délicat, Arthur Vernon. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Arthur Vernon et on évoque la question de la réouverture des maisons closes. Bruno, c'est vous qui êtes le premier client de cette réouverture. Bonjour Bruno. Bon, je serai à la hauteur de vos attentes. Alors, bonjour Brigitte, merci Arthur aussi d'être là, bonjour, de m'avoir invité de cette émission. C'était pas prévu, parce que là j'ai eu l'invitation ce matin. Mais bon, c'est bien l'imprévu qu'on s'est pas prévu. Donc, alors c'est une question. Faut-il rouvrir les enclos? C'est vrai que c'est une question complexe en fait, parce que forcément c'est une réponse binaire, oui ou non. Et en plus, ça dépend si on pose une question à un homme ou une femme. Donc, on n'aura pas forcément la même réponse en fait. Moi, ce que je considère, en toute transparence, je vais le faire avec vous. Je pense que c'était une erreur d'avoir fermé les maisons closes après 45. Je pense que elles ont un rôle à jouer essentiel au sein de la société. Ce qui est bien, c'est le fait que si on met en place une législation pour qu'on puisse faire évoluer les choses, pour pouvoir évoluer réouvrir ces maisons closes. Premièrement, est-ce qu'on puisse Alors aujourd'hui oui. Bruno, moi je me suis évidemment beaucoup intéressée sur le sujet. J'ai lu beaucoup sur comment ça se passait à l'époque. Si on les rouvre, il ne faut pas les rouvrir dans les mêmes conditions parce que c'était franchement pas terrible pour les prostitutions. Il faut que ça soit encadré par des médecins, par des psychologues, enfin des personnes qui sont capables de pouvoir encadrer ces personnes qui travaillent dans de bonnes conditions, parce qu'actuellement, je pense que comme tout le monde le sait, il ne faut pas être naïf, elles travaillent dans des conditions parfois déplorables. Et le fait de pouvoir encadrer... Certaines, mais on sait très bien comment ça se passe. Faut pas. Voilà, moi, je suis sur Paris. Je vois à peu près un peu comment ça peut se passer. Oui, mais sur Paris, beaucoup de prostitution qu'on voit dans les rues, dans les alentours de Paris. D'ailleurs, on les voit pas tellement dans Paris. C'est de la prostitution sous proxénétisme. Hein. Oui, mais c'est des réseaux des réseaux. Oui, mais là, vous inquiétez pas. Celles-là, les pauvres, elles se retrouveraient pas dans les maisons. Hein. Oui, mais après, je pense que de toute façon, faut encadrer. Je pense qu'il faut que la législation puisse évoluer, parce que je pense que ça permettrait aux femmes d'être moins soumises à des violences liées à ce type de position un petit peu sans limite, sans encadrement bien spécifique. En plus, vis-à-vis du client, ça permet aussi de sécuriser sur le plan médical. Donc, je pense que c'est un moyen aussi de pouvoir cibler un petit peu ce genre de personnes. Pas moi, après c'est une question de oui, mais dites ce que vous pensez et puis on va réagir. Moi je pense en plus, le fait qu'elles soient encadrées, elles seront rémunérées, elles participeront un petit peu au tout système social, elles auront une reconnaissance, une retraite, ça m'aimerait pour elles d'être reconnues dans ce qu'elles mettent en place aujourd'hui. On pourrait leur donner un statut de fonctionnaire, vous voulez dire ? Pas forcément, mais je pense que on trouverait un signe un petit peu hybride pour qu'elles soient reconnues. Peut-être que ça coûterait moins cher à la sécurité sociale finalement. Voilà, c'est ça, bien sûr. Puis je pense qu'aussi les flux financiers qui nourrissent les réseaux mafieux peuvent être détournés directement pour Bercy. Je sais pas, c'est une solution comme une autre. Mettre en place une forme de prostitution légale, je sais pas, c'est une façon de voir les choses. Vous faites de la politique, Bruno, vous avez trouvé un sujet formidable pour réduire la dette de la France. Voilà, ça en fait partie. D'ailleurs, en plus, c'est pas en même temps, je dis oui, parce qu'en même temps, on serait... Non, mais on plaisante un peu quand même, soyons... Mais il faut plaisanter sur ce sujet, sinon... Là-dessus, oui, en plus, ça touche l'intimité, comme vous le disiez, donc c'est extrêmement délicat. Donc la réponse, forcément, elle est délicate. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut être clair, il ne faut pas être naïf. En toute transparence, il faut, à mon avis, à mon sens, réouvrir. C'est vrai qu'on va s'opposer à certaines associations féministes
qui considèrent que l'homme est un prédateur sexuel. Enfin bon, dans des clichés un petit peu classiques. Il faut briser un petit peu ces clichés habituels. En fait. Oui, mais donc, on a quand même un petit problème, Bruno, c'est que quand on les questionne, ces prostituées, les 3/4 n'en veulent pas de cette réouverture des maisons closes. C'est ça un peu peut-être le problème. Elles veulent gagner en indépendance, je vous en prie. On peut comprendre, mais je pense qu'on peut avoir un système mixte, un système de personnes qui veulent travailler en libéral, entre guillemets, avec en plan des cotisations, et d'autres qui seront, si vous voulez, salariés, si on peut dire, dans une maison où l'objectif est un petit peu de contrôler un petit peu sur le plan médical, sur le plan psychologique, voilà, cette situation qui parfois est un petit peu délicate, où ça va. Je pense que le système qu'on voit un petit peu à l'étranger, notamment soit en Belgique ou aux Pays-Bas, en Espagne, en Suisse surtout. En Suisse, je crois que ça marche pas mal. Oui. Mais je pense que visiblement, il faut qu'il y ait une volonté politique pour légiférer. Je pense que les politiques sont pas assez courageux pour le faire, pour des raisons que vous savez très bien. Pour le bulletin de vote du votant, ça a une incidence énorme. Donc pour eux, ils préfèrent rester un petit peu dans le flou. Je pense que le fait de ne pas se prononcer, de dire en même temps, on préfère à ce moment-là verbaliser ou sanctionner. C'est vrai que ce serait intéressant sur un plan sociologique de faire un sondage par rapport à un référendum. Vous voyez, je pense pas. Il y a des référendums plus importants à faire que celui-là. Non, ce que je veux, excusez-moi de vous couper, Bruno, mais sur un plan, vous votez où, à droite, à gauche, extrême, etc. Est-ce que vous êtes pour la réouverture des maisons? On serait peut-être surpris d'ailleurs. Oui, alors. Attendez, on va laisser Arthur s'exprimer si vous voulez bien. Oui, non, sur le sujet politique, en fait, il y a une modification de la Constitution qui a eu lieu, qui a été votée par le Parlement, notamment à l'Assemblée nationale, pour justement conférer de façon constitutionnelle au fait de la prostitution quelque chose comme une atteinte à la dignité de la femme et quelque chose d'impossible. Ce texte a été voté, je l'ai suivi en direct, ce texte a été voté à l'unanimité des députés. Il n'y a aucun député qui a osé s'opposer à ce texte. Donc, d'un point de vue politique, aujourd'hui, je dirais le débat, aujourd'hui, il est plié. Il n'y a pas un seul député qui a le courage d'aller sur le sujet. Sauf qu'il y a 2 ans, j'ai été invité à l'Assemblée nationale pour débattre justement sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel statut pourrait-on donner aux prostituées. Donc, bien sûr. Mais il faut voir le système français, non? Il faut voir le système belge, le système. En Suisse, je crois. Je sais pas si. C'est pas mal. Ça fonctionne. Oui, non, mais ça fonctionne en Allemagne aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui. Donc pourquoi prendre un modèle? Attendez, laissez Arthur un peu s'exprimer. Juste en entendant des témoignages des personnes concernées qui se livrent donc à la prostitution, semblerait-il qu'aujourd'hui le système qui recueille le plus d'adhésion serait celui de la Belgique, puisque récemment, alors la Belgique, il y a eu un moment, c'était une tolérance, mais ils ont vraiment légiféré il y a quelques années, donc c'est très récent, non seulement pour autoriser la prostitution, mais surtout, et c'est les premiers à le faire, créer un véritable cadre juridique adapté à l'activité de prostitution, avec même un contrat de travail spécifique sur la prostituée, avec des droits qui permettent de dire, par exemple, si le nombre de clients qu'elle peut refuser. Enfin, il y a quelque chose, vraiment une réglementation autour de la prostitution qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Cela dit, vous l'avez cité, la Suisse, ça fonctionne bien. L'Allemagne, alors ce qu'on entend en Allemagne, c'est de dire, ben oui, mais ça n'empêche pas à ce qu'il y ait de nouveau de la prostitution forcée. Bon, malgré tout, il faudrait des études... Ça évite les réseaux mafieux, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que les réseaux mafieux, on profite de cette législation qui est un petit peu hybride, on ne se positionne pas très bien, et je pense que c'est vraiment, c'était légiféré, je pense qu'on aurait un autre regard. Je pense que par rapport à ça, il y aurait certainement... ça bougerait, vous voyez, je pense que... après, Non, mais la lutte contre les réseaux mafieux doit évidemment être une totale priorité dans ce système. Et ça doit être pour moi... de mettre en place, des structures adaptées qui sont donc contrôlées, ça permet de mettre un petit peu des pare-feux pour éviter que ça... Parce que je pense qu'il y a aussi, actuellement, il y a encore beaucoup de maisons closes qui sont cachées par ces réseaux mafieux et qui gangrènent tout le pays, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et je pense que justement, une réouverture des maisons closes... Alors, on dit réouverture des maisons closes, on va dire l'autorisation de la pratique de la prostitution. Si les prostituées souhaitent rester exercer à titre libéral, on peut leur laisser. Libéral ou travailler en salarié ou
Voilà, ça doit être un choix, voilà, ça doit être une possibilité. Oui. Mais si on offre cette possibilité, je pense qu'il va y avoir des moyens financiers qui vont être générés par cette activité, notamment par exemple, ne serait-ce que la TVA. Donc effectivement, la TVA, donc l'État va récupérer de l'argent et peut utiliser et investir une partie de cet argent pour la lutte contre les réseaux mafieux. C'est gagnant-gagnant, vous voyez, c'est gagnant-gagnant en fait. Et je pense que c'est une solution qui peut se mettre en place, en plus dans l'intérêt commun, parce que je pense qu'en plus, je pense que c'est d'utilité publique, ce genre d'activité qui permet à la société de créer moins de violence, parce que c'est vrai que ça pose un problème. Les hommes et les femmes mais peut-être, il faut, oui, mais peut-être aussi encore une fois qu'il faut accepter que la prostitution c'est un vaste sujet, qu'il n'y a pas deux femmes ou deux hommes qui se prostituent pour les mêmes raisons, et qu'après tout, que ce soit pour nourrir ses enfants, pour pouvoir faire ses études ou pour pouvoir s'acheter des robes chez Dior plutôt que de les prendre autrement, chacun est libre après tout. Mais c'est toutes les questions. Enfin, on touche avec la prostitution peut-être les deux sujets les plus tabous, l'argent et le sexe. Alors, c'est étonnant. C'est pas étonnant qu'il y ait autant d'avis différents, hein, évidemment. En tout cas, merci Bruno. Vous avez beaucoup de convictions et c'était tout à fait intéressant de commencer avec vous. On fait une petite pause. On continue à vous donner la parole, bien sûr, sur Sud Radio. Et puis, on se retrouve pour le Love Conseil, l'idéal de sa relation amoureuse. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Arthur Vernon, avant de revenir sur la question des maisons closes, de la prostitution, etc., petit love conseil plus romantique, l'idéal de sa relation amoureuse. Au fond, on ne sait pas toujours très bien ce qu'on veut dans une relation, et puis après, on s'étonne de ne pas être heureux avec la personne qu'on a choisie. Donc voilà quelques motivations, et à vous de voir celles qui comptent pour vous, et si vous êtes satisfait. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter ? En principe, quand on s'engage, hein, on aimerait bien pouvoir compter sur l'autre. Quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de choses. Quelqu'un avec qui vous avez envie de vous marier ou de fonder une famille. Quelqu'un avec qui vous avez une sexualité qui va bien. Quelqu'un qui est avec vous parce que vous en avez marre d'être seul, pourquoi pas ? Après tout, c'est vrai que la solitude, ça peut être aussi un poison à long terme. Et pendant qu'on y est, faites aussi la liste de ce qui serait rédhibitoire pour vous, ces fameux cartons rouges, comme je les appelle. Et puis, si vous rencontrez quelqu'un qui a ce fameux carton rouge, c'est pas la peine de vous engager, parce que de toute façon, à plus ou moins long terme, ça collera pas. Et puis, si dans les quelques éléments que j'ai donnés qui sont essentiels pour vous, vérifiez bien qu'ils sont là. Et à ce moment-là, peut-être que vous pourrez être dans une relation qui sera harmonieuse. Oui, tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Tiens, je veux être en couple » et sans avoir défini ce qu'était justement leur propre vision personnelle du couple. Et donc se poser toutes ces questions en amont me semble indispensable. Un petit bilan comme ça de soi par rapport à soi. Arthur Vernon, on continue à évoquer le sujet avec Sophie. C'est bien aussi que les femmes réagissent. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Arnaud. Arnaud ou Arthur, pardon. Arthur. Voilà, bonjour Sophie. Arthur, désolée. Pas de souci. Bonjour. Oui, alors réouverture des maisons closes. Ouais, mais c'est un sujet qu'il faudrait traiter parce que effectivement la demande elle est réelle, même sans addiction sexuelle, même sans être pervers. Il y a des personnes seules qui peuvent avoir des envies. Ou des personnes qui pourraient avoir juste des envies fantaisistes et qui peuvent pas le faire avec leur partenaire. Ou tout simplement parce que c'est une des premières causes quand on parle de la prostitution, donc du client qui va pour faire l'amour avec une femme. Ce sont des hommes qui sont un peu pas bien dans leur couple, qui n'ont pas de relation sexuelle dans leur couple, qui ont besoin d'une oreille, d'une femme qui va les accueillir sans donc, bon, je dis pas, je suis pas encore en train de dire ce que c'est bien ou ce que c'est pas bien. Hein. Je dis juste que c'est ce qu'on entend de la part des prostituées qui reçoivent des clients. La plupart du temps, c'est absolument. J'allais le dire dans mon témoignage parce qu'il y a des personnes même connues qui l'ont évoqué. Ils y sont allés, ils les ont fréquentés et pas forcément pour des actes sexuels d'ailleurs. Ouais, comme vous dites, c'est parfois juste une oreille, c'est parfois juste un moment de tendresse sensuelle au niveau du toucher ou voilà.
Bon, et après, de la part de nos politiques qui voient... Alors, cela étant dit, n'oublions pas qu'il y a aussi de la violence. Hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi des hommes qui vont être violents avec les prostituées qui sont parfois en danger. Alors, hein. Justement, Il ne faut pas idéaliser non plus tout ça. Hein. Tous ces établissements. Mais justement, est-ce que du fait que ce soit encadré, etc., il n'y aurait pas justement des barrières, entre guillemets, avec le respect de tel ou tel règlement vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs, oui, bien sûr. Non, mais ça rejoint ce qu'a dit Bruno juste avant. On pense qu'un encadrement légal serait bénéfique également pour la protection et la sécurité des prostituées. On peut aussi faire une petite chose par rapport à ce que vous indiquez, parce que vous parlez parfois que le client vient pour discuter, pour des caresses, donc pas forcément pour de la sexualité. On peut quand même distinguer et bien dire qu'aujourd'hui, en France, il existe du travail du sexe légal et du travail du sexe illégal. Le travail du sexe illégal, on vient d'en parler en début d'émission, c'est la prostitution, c'est-à-dire très concrètement un acte sexuel entre la prostituée et le client. Mais il existe du travail du sexe légal qui a lieu à côté et qui est proche. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on peut faire à Sweet Paradise. Alors, Sweet Paradise, il y a des spectacles érotiques, mais il y a aussi des boudoirs, il y a un menu des fantasmes, où tous ceux qui ont une envie, on va dire, d'une forme de sexualité qui ne passe pas par un rapport sexuel, parce que ceci est interdit par la loi, eh bien il y a quand même une possibilité avec, justement, chez nous ce sont des sweeties, mais de vivre ce moment d'intimité dans un petit boudoir, et ça peut justement aller sur des caresses non sexuelles. On a des fétichistes, il y a beaucoup de fétichistes qui sont très malheureux dans leur vie parce qu'un fétichisme est difficilement partageable avec une partenaire, hein. Je pense à des fétichistes des pieds, ou alors à ceux qui aiment bien des pratiques BDSM, ou ceux simplement, comme vous le dites, qui ont envie de partager un moment de caresse, d'intimité, donc quelque chose de très tendre. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est autorisé aujourd'hui en France. Ce qui n'est vraiment pas autorisé, c'est la pratique sexuelle. Sauf dans la pornographie. Sauf dans la pornographie, parce que là, on considère que un acteur et une actrice. L'acteur est payé, ce n'est pas lui qui le paye. Donc toute la subtilité, elle est là en fait. C'est vraiment sur le fait que ce n'est pas celui qui a une relation sexuelle avec la fille, n'est pas celui qui la paye. C'est pas lui qui la paye. Et donc là, dans ces conditions, on touche quelque chose qui relève du domaine artistique, de la liberté artistique, et ça devient autorisé. Et d'ailleurs, vous savez, ça a été l'objet d'une série télévisée qui s'appelait Hard, qui s'était dit, très bien, voilà ce qu'on va faire, puisque la prostitution est interdite et que la pornographie est autorisée, eh bien nous allons filmer nos clients. Et donc, on pourra dire à la police, puisque c'est filmé, il s'agit non plus de prostitution, mais il s'agit de pornographie. Bon, tout cela, évidemment, dans la série, ça a donné lieu à des pièces de théâtre et plein de choses. La police n'est pas dupe, évidemment, on va requalifier en prostitution. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ça a donné lieu à une série tellement le concept est flou et ténu, et ça se ressemble beaucoup, effectivement, entre prostitution et pornographie. Oui, tout à fait, mais enfin tout ça pour dire que je pense que ces établissements auraient bien lieu d'exister, parce que, comme on dit, c'est le plus vieux métier du monde. Oui, mais vous savez, Sophie, c'est de croire qu'il suffirait de mettre tous les délinquants en prison pour qu'il n'y ait plus de problème de délinquance. Vous voyez, je crois qu'il faut faire très attention à ces croyances un petit peu naïves, il suffirait de rouvrir les maisons closes pour qu'il n'y ait plus de viols, qu'il n'y ait plus de gens qui souffrent. Vous voyez, je pense que c'est peut-être pas le problème des viols, et des violences, mais ça serait un endroit, je pense, où il y aurait de l'encadrement et voilà, qui pourrait protéger. Oui, mais moi, quand j'entends, excusez-moi, mais vraiment, je suis pas immorale. Je suis peut-être un peu amorale, ça c'est sûr, mais je ne suis certainement pas immorale. Mais dès que j'entends ces mots, encadrement, protection, etc., je me méfie toujours, parce que on entend derrière ça, on va mettre ça dans un coin, et puis comme ça, on se pose pas la vraie question. Mais la vraie question, c'est, au fond, une question, vous l'avez dit, Arthur Vernon, c'est une question philosophique, finalement. Quelle est notre liberté par rapport à cette question de son corps, au fond ?
Complètement. Moi, je pense Et même si entre guillemets, ça n'empêchera pas certains viols et agressions sexuelles, évidemment, et malheureusement, il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont dans une situation de misère sexuelle et affective, et peut-être davantage, ou en tout cas qui le ressentent davantage qu'un certain nombre de femmes, et qui ont cette possibilité, grâce à ces moments, entre guillemets, d'attention un peu privilégiée, d'intimité avec une femme, d'aller mieux. Donc ça, c'est quelque chose Et j'ajouterais, parce que c'est très important ce que je vais dire, parce que sinon on va penser qu'on prend le côté des hommes. Il y a énormément de femmes qui ont des difficultés financières et qui, grâce à cet acte, qui sont peut-être pas ce qu'elles auraient préféré faire, elles auraient préféré peut-être toucher le jackpot au loto, et bien grâce à ça, elles peuvent peut-être nourrir leurs 2 enfants ou leurs parents ou soigner. Vous voyez, c'est deux misères qui, à un moment donné, peuvent se rencontrer. Moi, c'est ça qui personnellement me paraît le plus intéressant comme argument, c'est de permettre à 2 misères qui n'ont rien à voir, de se rencontrer et d'aller mieux. Je suis tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, en fait, le problème numéro 1 qu'on a par rapport au débat sociétal, c'est qu'on a effectivement une forme de féminisme, pas tous, mais une forme de féminisme qui prône une égalité totale. Il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Et ça, à mon avis, c'est le problème numéro 1. Tant qu'on n'admettra pas qu'il y a une différence biologique entre les hommes et les femmes, et donc une différence sur la nature du désir sexuel, par exemple, dans ces conditions, on va se heurter à un mur. Parce que là, ce que vous venez de dire, vous venez de mentionner une misère sexuelle masculine, une misère économique féminine qui se rencontre, mais si on écoute ce discours particulier féministe qui dit qu'il doit y avoir égalité entre les deux, on ne peut pas les faire coïncider, et ça c'est un vrai problème également. Je pense que le débat doit aussi porter là-dessus, et sur la reconnaissance d'une différence biologique entre les hommes et les femmes, mais qui peuvent parfaitement vivre entre eux dans une égalité de droit. Mais l'égalité de droit ne veut pas dire une égalité biologique. Et puis, osons le dire, après tout, on va faire une émission qui va peut-être choquer beaucoup de gens, mais je crois que c'est parce qu'on est sur Sud Radio qu'on peut se permettre de le dire. Entre un client et une prostituée, il y a un consentement sur la somme qui va être donnée et sur l'acte qui va être accompli. Donc après tout, puisque aujourd'hui il faut qu'il y ait toujours consentement entre un homme et une femme, là il n'y a pas de problème, il y a consentement. Complètement. Bien sûr, je pense qu'ensuite, pour l'épanouissement des relations sexuelles de façon générale, à mon avis, ce sera plus pertinent de prôner davantage le désir que le consentement. Mais le consentement est effectivement la base absolue. Et évidemment, dans la prostitution, ce critère de consentement est absolument fondamental. Oui, je voulais rajouter quand bien même, il y aurait certainement des femmes qui seraient les clientes. Oui, il y a une prostitution masculine pour des femmes, mais c'est pas tout à fait. Alors c'est pas tout à fait. Enfin, il y a des points communs bien sûr, mais c'est pas tout à fait la même chose. Souvent, c'est les femmes qui ont beaucoup recours à ce qu'on appelle des gigolos. Sont des femmes qui ont besoin d'un homme pour aller à une soirée, et puis qui font l'amour avec après aussi. D'accord, en compagnie. Oui, il y a une série très bonne qui s'appelle Alphonse de Nicolas Bedos qui traite de ce sujet de la prostitution donc par des hommes pour des femmes, qui sont en l'occurrence des femmes plutôt âgées. Et ça me semble effectivement une très très bonne série pour la réflexion et imaginer des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Oui, mais c'est ça qui est assez difficile quand on aborde ce sujet, parce que c'est tellement vaste toutes les prostitutions qui existent, que on y va tous de ce qu'on croit savoir ou de ce qu'on sait. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on peut pas. Moi, je ne crois pas qu'on puisse vraiment légiférer de manière très générale sur ce sujet, tellement c'est complexe. Alors légiférer, mais en tout cas déjà ouvrir la possibilité on ouvre le débat. Voilà. Arthur Vernon et grâce à Sophie, on avance et on va continuer à avancer durant ces 2 heures. Merci beaucoup Sophie en tout cas. On fait une petite pause, on continue. Vous avez des choses importantes, intéressantes à nous dire, et puis on vous écoute au 0826 300 301 tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous sommes avec Arthur Vernon. Aujourd'hui, nous parlons finalement de la liberté sexuelle de chacun, hein, et on essaye d'ouvrir le débat le plus largement possible. Et Arthur Vernon, vous êtes le cofondateur de ce bar à fantasmes parisien, le Sweet Paradise, qui se trouve 12 rue Marie-Stuart dans le 2e. Et on va continuer avec Laurent. Bonjour Laurent, merci de réagir. Bonjour Arthur, bonjour Brigitte. Bonjour. Oui, donc la réouverture des maisons, je suis pour. Alors, bon, je ne suis pas pratiquant, mais je pense que pour la sécurité des prostituées et éviter que ce soit toujours repris par des réseaux, on va dire, plus ou moins mafieux, je pense que c'est la meilleure des choses. Oui, c'est un peu c'est un peu ce qu'on entend le plus, hein, de toute façon, ce que vous dites. Voilà. Après, il y aura toujours des réseaux mafieux, mais ça va limiter. Et je pense aussi pour la sécurité des prostituées, quoi, parce que forcément dans la rue, je pense que ça doit pas être la meilleure des choses pour elles. Et également, comment dire, dans la rue, voilà, il y a n'importe qui, n'importe quoi. On ne sait pas qui gère, hein, en fait. Alors que là, s'il y a des choses comme ça, après, c'est sûr qu'il y en a qui sont indépendantes, je pense, quoi, il y en a qui sont employées, on va dire, par des réseaux, et puis d'autres qui sont indépendantes. Après, celles qui sont indépendantes, elles font ça dans un appartement où elles veulent, mais ça évite d'avoir du monde dans la rue, ce qui est déjà une gêne pour les gens qui habitent toutes ces rues, et ce qui est un danger aussi bien pour elles que pour les autres personnes. Oui, alors en fait, c'est vrai que là, la question s'est posée aujourd'hui à la suite de cette intervention d'une élue de la mairie de Paris indiquant qu'elle trouvait que c'était pertinent de rouvrir les maisons closes. Mais je pense que le vrai sujet en numéro 1, c'est déjà de savoir si ou non la pratique de la prostitution devient quelque chose de vraiment légal aujourd'hui en France, c'est-à-dire sans pénaliser le client et avec un encadrement, une loi différente, une législation différente en ce qui concerne le proxénétisme, c'est-à-dire si effectivement la prostituée elle travaille chez elle, que son propriétaire ne soit pas taxé de proxénétisme. Donc ça c'est une première question. Et si elle a son importance parce que le jour où on légalise et qu'on donne un statut donc aux hommes, aux femmes qui usent de leur charme pour gagner de l'argent, elles auront une plus facilement possibilité d'abord d'aller dénoncer leur proxénète, éventuellement d'aller porter plainte contre un client qui aurait été violent. Enfin, tout ça deviendrait très facile. Comment aujourd'hui une prostituée va aller porter plainte contre un client qui aura été violent? Ça me paraît assez difficile, il me semble. Oui, tout à fait. Bon, c'est possible, hein. La police devrait intervenir, mais c'est sûr qu'elle sera dans un cadre bien plus sécurisé si elle fait elle-même une activité qui est reconnue et si elle sait que le fait de porter plainte ne va pas avoir des conséquences néfastes sur son entourage. Ne serait-ce même que, par exemple, son petit copain. Il suffit qu'elle offre un truc à son petit copain et le petit copain devient indirectement proxénète. Donc c'est vrai que c'est une barrière pour aller voir la police, par exemple, si jamais il y a eu une agression d'un client. Donc il y a cette question qui est la question de base, qui est sur l'autorisation de la pratique de la prostitution. Et il y a une autre question qui est différente, qui est celle de la réouverture des maisons closes. Et si on prend l'exemple, par exemple, d'un syndicat de travail sexuel qui est le STRAS, eux ne sont pas vraiment tout à fait pour cette question Ils ne sont pas pour une raison simple, c'est-à-dire qu'ils imaginent qu'il y aurait des prostituées et qu'il y aurait un patron et que le patron serait le nouveau exploitant et il exploiterait les prostituées. Et l'objectif n'est pas l'exploitation de nouveaux prolétaires sexuels. Et donc c'est pour ça qu'ils préfèrent une pratique qui serait davantage libérale. Donc si jamais il y a une réouverture des maisons closes, il y a encore un nouveau débat qui se pose, qui serait dans quel cadre? Est-ce que ce serait simplement un lieu dans lequel il y aurait une forme de location, c'est-à-dire les prostituées loueraient simplement une chambre et donc il n'y aurait pas une exploitation commerciale avec un patron qui serait là pour leur demander des comptes, des chiffres et autres. Donc voilà, il y a un autre débat. Il y a vraiment le débat, est-ce qu'on autorise d'abord la prostitution et ensuite de quelle façon, sachant que la réouverture de maisons closes suscite d'autres questions à prendre en compte également. Et, oui,
Et puis encore une fois, aujourd'hui, une grande majorité de ce qui des travailleuses du sexe, ça se passe par le web. Hein. Oui, la publicité, effectivement, c'est le web qui permet de trouver une prostituée, sauf encore cette fameuse prostitution de rue, qui, pour l'essentiel, malheureusement, est composée de réseaux mafieux. Ouais. Oui, voilà, c'est-à-dire que les 3/4 des prostituées qu'on va... Parce qu'aucun client, pratiquement aujourd'hui, va aller accoster une prostituée dans la rue, parce que si jamais il se fait attraper, il est puni par la loi, et il y a quand même eu quelques cas donc c'est un peu complexe, vous voyez. Mais ça, c'est précisément la raison pour laquelle cet élu du 16e arrondissement est intervenu, parce que la situation dans le Bois de Boulogne est vraiment dangereuse. C'est-à-dire que comme les clients ne veulent plus dans la rue prendre une prostituée parce qu'ils savent que si jamais la police est là, ils vont être verbalisés, les prostituées sont obligées davantage de se cacher, donc les clients sont cachés, donc tout le monde est caché, et le client violent, c'est beaucoup plus dur de l'empêcher. Et forcément, il y a eu des violences commises contre des prostituées par des clients mal intentionnés, et cela est lié justement à cette obligation qu'elles ont aujourd'hui de se cacher à cause de la réglementation actuelle. Et c'est toujours la même question, parce qu'après on rentre dans, si elles sont pas obligées d'être cachées, elles peuvent être provocantes, et à ce moment-là ça dérange et ça peut se comprendre des enfants. Enfin c'est un sujet qui est très compliqué moi personnellement je me prétends pas avoir la solution. Vous comprenez, Laurent, c'est très compliqué. Oui, bien sûr. Mais je pense que il faudrait faire, une location, tout légalisé, où elles se font, entre parenthèses, une coopérative, et puis elles ont un immeuble à elles, où chacune a, on va dire, sa chambre, ou je sais pas quoi, dans Oui, dans mais la maison. vous avez raison. Si au moins on les reconnaît comme existants, ça serait déjà plus facile. Je pense qu'on ferait un grand... C'est ce qu'il faut. Il faut arrêter l'hypocrisie, parce que... oui, mais elle existe depuis la nuit des temps, cette hypocrisie. Mais... Donc, moi je veux bien que vous soyez très optimiste, Laurent, mais et on est plutôt actuellement avec un retour un peu plus du puritanisme, donc je suis pas sûr qu'on aille dans le bon sens. Hein. Oui, le discours que nous avons avec vous, avec les précédents auditeurs, et là sur ce plateau, n'est pas du tout le discours, on va dire, majoritaire qu'on peut entendre aujourd'hui dans la société. Hein. Donc c'est un discours un peu iconoclaste. Mais ce qu'il y a, c'est que d'un côté on va vers le puritanisme, et de l'autre côté on va vers le wokisme. Alors on ne sait plus où on va, quoi. C'est ça le souci. On est dans une société qui va dans tous les sens, qui n'ouvre pas les yeux. Je pense que la prostitution, c'est utile parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autres moyens d'assouvir même pas les pulsions sexuelles, mais leurs besoins sexuels, voilà. Et il y en a aussi, c'est le seul moyen aussi d'assouvir leurs pulsions sexuelles. Et ces gens-là, si on interdit totalement, ça permet à d'autres de survivre. Voilà, c'est ça, également. Et puis aussi dans l'hypocrisie, je veux dire, tout le monde se prostitue devant un patron. Voilà, même si c'est pas le sexe, c'est autre chose, parce que faut arrêter. On donne notre corps d'une autre façon à notre patron, que ce soit les articulations, le dos, n'importe quoi. Sauf qu'à ce moment-là, on n'est plus dans quelque chose qui est dans la relation de l'intime. Et c'est moi, ce que j'avais envie aujourd'hui, c'était aussi de parler de ce qui est de l'ordre de l'intime, parce que c'est notre sujet, Arthur Vernon et moi. Voilà. Après, bien sûr que l'exploitation de l'homme par l'homme, on pourrait aussi en parler, mais ce serait une toute autre émission, et on serait plus dans quelque chose d'ordre politique et non pas intime. En tout cas, merci Laurent de cet échange. Je vois que ça vous donne envie de parler, et j'en suis ravie. On fait une petite pause, le temps des infos, puis je vous propose la devinette du jour. Quelle est la meilleure manière de baiser à coup sûr une femme, Arthur Vernon? La réponse, c'est après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Eh bien, c'est avec Arthur Vernon que la question se pose. Faut-il rouvrir les maisons closes? Est-ce que nous sommes en avance? Est-ce que la liberté sexuelle continue? Ou est-ce qu'il y a plutôt un retour du puritanisme? On parle de tout ça avec vous, Arthur Vernon. Je rappelle que vous êtes le cofondateur avec Flore Chéry de ce magnifique bar à fantasmes parisien. Si vous n'y avez encore jamais été, si vous êtes sur Paris ou si vous allez à Paris, n'hésitez pas. C'est un endroit un peu unique, hein, où il y a de la sensualité, de l'érotisme, de la fantaisie, des surprises. Et on peut être spectateur ou un peu plus participer. Ça se trouve dans le 2e 12 rue Marie Stuart. Vous allez me donner la réponse à ma devinette. Hein. Quelle est la meilleure manière de baiser à coup sûr une femme? Alors je ne sais pas, mais je pense que beaucoup de personnes attendent avec impatience la réponse. Eh bien c'est simple, vous lui fixez un rendez-vous et vous n'y allez jamais. Et donc là, vous l'avez baisé. Vous attendiez pas à cette réponse, hein. Ben non. Non. Mais devinettes, il faut toujours qu'elles soient surprenantes, sinon c'est pas drôle. Alicia est avec nous maintenant. Merci de prendre la parole, Alicia. Bonjour. Bonjour Arthur, bonjour Brigitte. Bonjour Alicia. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh bien, comme on dit, c'est le plus vieux métier du monde, donc c'est dommage déjà qu'on l'ait arrêté. Mais je pense que c'est très utile pour certains hommes qui culpabilisent à l'idée éventuellement de tromper leur femme, par exemple. Et le fait d'aller voir une professionnelle les déculpabilise et c'est très bien pour eux. Ou certains hommes qui ont des pulsions, au moins ils peuvent les assouvir sans aller à des choses qui pourraient leur coûter un délit, par exemple. Voilà. Donc je pense que non, ça peut être très bon pour plein d'hommes. Et les femmes, quand elles sont volontaires pour le faire, ben, pourquoi pas, c'est leur choix. C'est vrai que quand on lit aussi bien le livre de Emma Becker, La Maison, que celui dont vous parliez, qui est peut-être beaucoup moins connu, mais qui était un travail assez remarquable, hein, c'est Soisig Beloin qui avait fait un travail de journaliste, hein, qui pour ce travail-là s'était prostitué pendant quelque temps. On voit bien que les clients, ils sont tous différents. Il n'y a pas le profil type du client de la prostituée, quoi. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ce travers, évidemment. Et c'est intéressant, vous avez évoqué là un autre profil de client qu'on a peut-être peu abordé, qui est en couple, dont la femme n'a plus envie d'avoir de rapports sexuels, ou peut-être moins, l'homme en veut davantage, et donc la prostitution serait une forme de régulation, en tout cas de son côté. Et ça, pour le coup, c'est un discours qui serait un petit peu plus dans l'air du temps, puisqu'il y a quand même une grande vague actuellement pour dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de rapports sexuels entre guillemets contraints au sein du couple. Et ça, c'est un discours important. Il y a un livre qui vient de sortir sur ce sujet-là, hein, dans la mouvance féministe, qui est de dire qu'il faut arrêter de se forcer lorsque l'homme veut davantage de rapports sexuels et qu'on est en couple. Donc oui, là c'est une solution aussi alternative que vous évoquez. Ça passe de façon générale par un changement des mentalités, un changement culturel sur la vision de la sexualité qui est encore très centré sur le couple et pas assez sur quelque chose d'un peu plus ludique, peut-être récréatif, moins sérieux, moins dramatique en tout cas. Et c'est parce qu'on attache une forme très dramatique sur la sexualité aussi qu'on se pose beaucoup de questions. Alors certes, c'est de l'intime, mais il n'y a pas forcément cette énorme chape de plomb qui doit peser sur ce sujet. Et si on en faisait quelque chose d'un petit peu plus léger, ben peut-être que les choses iraient mieux également. Oui, oui, pardon, allez-y, Alicia. Si je vous en parle, c'est parce que voilà, je côtoie beaucoup d'hommes et qui m'en parlent. Mais ce qu'ils regrettent dans ce genre de pratique, c'est que c'est trop vite fait en fait. Voilà, elles sont là pour l'argent et c'est trop vite fait. Voilà, ils aimeraient un peu plus de temps à passer à la pratique que du vite fait, allez hop. Alors moi je rejoins ce qu'a pu dire Brigitte tout à l'heure aussi, c'est-à-dire on a parlé du fait qu'il y a une multitude de clients, mais je pense qu'il y a aussi une multitude de prostituées. C'est pas simplement la petite passe rapide de 15 minutes dans un parking dans la rue, et vous en avez certaines qui vont facturer 1000 à 2000 euros de l'heure
on l'a vu avec l'exemple notamment de Dominique Strauss-Kahn. Il y a eu des exemples fameux lors de son procès où cette partie, entre guillemets, dorée de la prostitution était révélée, avec des escortes qui facturaient très très cher leurs services. Je devine que si elles facturent 1 000 à 2 000 euros, on peut avoir du temps. Donc je pense que c'est aussi une question de pratique, d'argent, c'est un marché différent. Et voilà, il y a plein de façons d'exercer la prostitution. Et et ensuite, il faut trouver, je dirais, le bon créneau. Hein. C'est comme vous avez des fast-food et puis vous avez des restaurants 3 étoiles. C'est pas le même prix. Oui, mais quand même. Oui, mais le tarif, justement, c'est quand même des hommes, je sais pas, des artisans, des gens qui gagnent pas forcément des milliers et des cents. Et mais voilà, ils ont peut-être pas ce budget-là à s'offrir pour une heure de plaisir. Enfin, bon, ils demandent pas forcément une heure. Alicia, et c'est là où on voit, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça me renvoie à une réflexion. C'est là où on voit que la prostitution, c'est aussi la loi du marché. C'est-à-dire que quand on n'est pas très riche, on va plutôt manger dans un petit bistrot. Quand on est très très riche, on va aller à la Tour d'Argent. Eh ben, c'est malheureusement la même chose pour la prostitution. Alors, est-ce qu'il faut pour autant faire une sorte d'égalité totalitaire et à ce moment-là, il faut couper toutes les têtes qui dépassent ou toutes les queues qui dépassent? C'est peut-être pas la meilleure solution quand même. Ou alors, après, vous êtes en train de soulever indirectement un sujet qui serait celui du service public de la sexualité. Et doit-on avoir un service public minimum pour assurer aux gens un bien-être sexuel? Si on considère que la sexualité relève de la santé sexuelle. Exactement, tirons le raisonnement jusqu'au bout et éventuellement on peut s'assurer que chacun puisse avoir un minimum en termes de sexualité. Donc ça c'est encore un autre débat. Il faut savoir que ce sujet a existé, moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, sur ce qu'on appelle les BMC, les bordels militaires de campagne, qui ont existé très longtemps et bien après l'interdiction en France de la prostitution. Ils ont continué jusque dans les années 70, même 80. Et donc on considérait que les militaires avaient des besoins sexuels, c'était un besoin, et donc il y avait des bordels militaires de campagne payés par les impôts des Français, dans lesquels il y avait donc des femmes qui servaient de prostituées. Et là, je peux vous dire qu'elles souffraient, les pauvres, parce que c'était je ne sais combien de rapports par heure, mais c'était vraiment de l'abattage. C'était payé par l'État dans des conditions horribles. Donc, mais en tout cas, tout ça pour dire que ça a existé, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a quand même quelqu'un qui s'est dit, oui, c'est un critère important par rapport aux soldats. On les envoie se faire tuer, mais de préférence les couilles vides. Eh bien, aussi incroyable que ça paraisse, oui, c'était vrai. C'était la carotte, si je puis dire. On a lu des témoignages de soldats qui se sont dit, tiens, je vais aller dans telle ou telle garnison parce que je sais que là-bas, il y a un BMC, ce bordel, qui avec des femmes qui sont réputées jolies. J'ai lu ces témoignages, donc ça existe. C'est pour ça que c'est un sujet, vous l'avez dit au début de votre témoignage, Alicia, ça existe depuis la nuit des temps. Bon, je suppose, oui, qu'à l'époque de l'homme des cavernes, il y a des femmes qui acceptaient un rapport sexuel pour manger un peu du mammouth qu'avaient réussi à chasser les chasseurs, je suppose. Bon, donc oui, bien sûr, mais c'est toute la question de la question de l'intime et de l'argent. Est-ce que aussi dans un couple, parfois, on fait pas aussi l'amour pour être tranquille ou pour moi je me souviens, c'est un homme qui m'avait dit une chose que j'avais trouvé ça très très étonnant, mais certainement très juste. Les femmes demandent toujours un cadeau après l'acte sexuel, comme si... et je lui avais répondu, oui, mais les putes, elles demandent avant. Et donc, si on est une femme du monde, on demande après. Si on est une pute, on demande avant. Vous voyez, c'est bon. Alors après, les femmes travaillent, la plupart, aujourd'hui. Donc, déjà, il y a beaucoup moins enfin, c'est des vrais sujets, quoi. Et c'est vrai on s'en amuse un petit peu quand j'ai lancé ce sujet, est-ce qu'il faut rouvrir la maison close? Mais parce que j'avais envie d'aborder ce vrai sujet avec vous, Arthur Vernon, parce que je sais que c'est un sujet aussi qui vous intéresse, évidemment. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, aujourd'hui, la femme qui travaille, elle a moins besoin de son cadeau après l'amour, et donc aujourd'hui, elle ne veut plus le faire. C'est ça le discours féministe ambiant qu'on entend et qui peut parfaitement s'entendre. Et donc,
que fait-on? Et c'est là qu'il faut trouver des solutions et il faut essayer d'être un peu créatif et de rabattre les cartes complètement et non pas simplement en les fermant sur les hommes qui sont un peu... Si, il faut les déconstruire. Merci Alicia, en tout cas. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On est là pour parler d'un sujet et pour vous amuser un petit peu, hein, vous l'avez bien compris. Et on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous. On évoque, visiblement, tout le monde a envie de parler de la prostitution. On voit bien que c'est un vrai sujet profond. Au fond, c'est un sujet qui évidemment touche les deux grands tabous, hein, la sexualité et l'argent. Et on va continuer avec Hélène qui nous rejoint. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous. Bonjour, de rien. Mais je vous en prie, allez-y. Alors désolée, moi j'ai pas pris l'émission au départ parce que je travaille. Eh ben c'est très bien. J'ai au moins tenu à participer à votre émission. Eh ben c'est gentil, merci. Alors, tout d'abord, je suis ni pour ni contre, mais je pense que ça peut être intéressant de remettre des maisons closes, on va dire, mais dans les grandes villes, pas dans les petits villages parce que tout le monde se connaît et ça, ce serait dramatique. Même si on est bien d'accord que ça existe de façon cachée, hein, ce genre de situation. Et si ça peut éventuellement éviter certains viols, pourquoi pas? Je crois que... Alors mais là, vous soulevez un sujet qui est très complexe. Est-ce qu'un violeur irait voir des prostituées pour ne pas violer? Je ne suis pas sûre. Moi, je crois que le viol, c'est encore autre chose. Ça peut peut-être inciter certaines personnes à y aller malgré tout si on fait la bonne, je vais dire, publicité, malheureusement, parce que ça pourrait se faire. Pourquoi pas faire une information dans ce sens? Si ça peut éviter, moi, je trouve des viols, je ne suis pas sûre que certaines femmes ne seraient pas d'accord. Oui, moi je suis comme Brigitte, je pense que ça aura peut-être une influence positive, mais très marginale. Parce que l'état d'esprit d'un violeur, il faut quand même y aller, c'est-à-dire forcer le consentement, voilà. Donc c'est pas forcément. Alors oui, il peut y avoir vraiment un besoin totalement impérieux d'une personne à un moment et qui se dit j'ai personne, je vais violer, mais bon, c'est quand même un cas qui serait exceptionnel. Je pense pas que ce soit vraiment l'objectif. Si on rouvre aujourd'hui, si on tolère la prostitution d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est pour d'autres raisons que celle-là. Oui, moi je vois pas un homme qui se dit tiens, ce soir je vais sortir parce que j'ai envie d'aller violer une femme. Ouais. Je pense que ça répond vraiment à une sorte de pulsion immédiate qui est quand même de l'ordre de la psychose, hein, parce que quelque part à part peut-être les viols pendant les guerres où là c'est une humiliation de la femme qui est donc du camp ennemi, hein, où là on a quelque chose, c'est presque un acte de guerre, hein, le viol durant les guerres. Mais le violeur qui va tout d'un coup violer une femme qui passe, je pense qu'il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une pulsion de psychose, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le respect d'un individu qui est autre, on prend l'autre comme une sorte d'exutoire à quelque chose qui nous a envahis. Et l'autre cas malheureusement fréquent de viol, c'est le viol conjugal. Et souvent dans le viol conjugal, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une volonté de domination de l'homme sur le corps de la femme. Et une volonté de possession du corps de la femme. Mais de cette femme-là. Sa femme, exactement. Oui. Et le problème, c'est de sa femme à lui qu'il veut posséder. Donc là, malheureusement, dans ce cas particulier, la prostitution ne va pas régler grand-chose parce que lui est possessif dans ce sens. Donc ça suppose pour le coup vraiment une évolution des mentalités. Donc cet argument, je pense qu'il y a d'autres arguments qui peuvent militer en faveur d'une pratique de la prostitution. Mais merci de l'aborder, oui. Hélène, parce que c'est un argument que j'entends assez souvent quand même. Sûr. Parce que, parce qu'on croit que ce serait, mais malheureusement... Mais ça peut participer, moi ça c'est peut-être mon côté un peu optimiste, mais si on ouvre la prostitution avec un état d'esprit qui n'est pas c'est absolument indispensable parce que c'est la misère, les hommes il faut que, et qu'on a un discours global plus positif sur la sexualité, on peut espérer que ça déteint de façon générale dans les mentalités et que donc
on aurait moins de personnes qui se disent tiens, je vais posséder quelqu'un par la sexualité, qui est quand même une dérive un petit peu ancienne et qui n'est plus admissible, qui n'est pas admissible aujourd'hui, qui n'est intéressante pour personne. Mais pour en arriver là, il faut qu'il y ait une forme de réflexion générale sur le rôle de la sexualité. Et non, je ne vais pas posséder ma femme par la sexualité que j'aurai avec elle de façon contrainte. Vous voulez dire, Arthur Vernon, qu'il faudrait une bonne fois pour toutes libérer ce que c'est qu'un rapport sexuel qui peut être en effet un moment où on se détend, où on se fait du bien et réciproquement. Exactement. Exactement. Oui, bien sûr. Oui, qui n'est pas abordé d'une manière, je vais dire, très simple ni très facile pour tout ce qui est jeune et moins jeune, parce qu'il y a toute catégorie. Et si on en parlait peut-être plus librement, mais sans en parler que parler, si on faisait en sorte d'avoir une bonne information, comme on fait des informations sur d'autres sujets, le tabac, le ci, le là, si on faisait une information globale sur les rapports sexuels et non pas la possession de la femme, mais qu'est-ce qu'on avancerait en France? Alors, a priori, on essaye d'aller dans cette voie-là. A priori, depuis cette année, d'ailleurs, les programmes d'éducation sexuelle ont été renforcés largement et, comme vous l'imaginez, ils vont dans votre sens, dans le sens que vous venez de dire. Et donc, on peut espérer, parce qu'on n'a évidemment pas de recul, mais on peut espérer que cette éducation à la sexualité permettra aux générations futures, ceux qui en ont bénéficié, d'être davantage dans cet état d'esprit. C'est ça. Et apprendre surtout à beaucoup de gens que chaque corps est son corps et n'est pas la possession de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Ça, ce serait déjà énorme. Oui, absolument. Voilà. Et à partir du moment où on considère que c'est son corps, on fait ce qu'on veut avec son corps. Mais jamais on a le droit de faire quelque chose à un corps de l'autre si ça n'a pas été accepté, que ce soit pour du plaisir ou pour de l'argent ou pour un cadeau ou pour je ne sais quoi d'ailleurs. Parce qu'après tout, moi ça a toujours été ma philosophie. Je me dis dans un couple, pourquoi pas accepter d'avoir un rapport sexuel pour faire plaisir à l'autre qui lui va accepter de faire quelque chose aussi pour nous faire plaisir. Enfin, je veux dire, ne mettons pas non plus la sexualité à une place trop haute, mais ne la mettons pas non plus comme un acte anodin. C'est comme ça qu'on avancera. Peut-être. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Eh bien, il y a du boulot quand même. Il y a du boulot, voilà. Mais en même temps, c'est bien que... Moi, je suis contente parce que depuis 14 heures, on entend des gens qui ont envie de dire des choses et il y a des choses tout à fait intéressantes et peut-être que ça va... à une toute petite échelle, faire avancer un peu les choses dans notre société. Soyons positifs. Tout à fait. Je suis comme vous, Arthur Vernon. Je reste positive. En tout cas, merci beaucoup, Hélène, de cet échange. Dans un instant, c'est déjà le moment du sexe au conseil et on va parler de la sodomie. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné quelques petits conseils sur ce sujet. Et puis, nous allons accueillir Vincent Coquebert, qui certainement aura des choses à dire, qui nous sort un livre avec un titre qui m'a tout à fait intéressé, La guerre de sexe-session. On en parle dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Arthur Vernon, on va parler de sodomie, qui est une pratique encore un peu marginale, parce que tout le monde ne la pratique pas, mais qui s'est énormément démocratisée, notamment grâce à la pornographie, dont on a finalement très peu parlé depuis 14 heures, même s'il y a aussi des rapports sexuels tarifés. Mais vous l'aviez très justement dit d'ailleurs, entre deux personnes... du même plan, et non pas un client et une prostituée. Alors, la sodomie, il y a plusieurs choses importantes à rappeler. La première règle, c'est de lubrifier, parce que il n'y a pas de lubrification naturelle, donc c'est plus qu'indispensable de lubrifier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de bons lubrifiants. Attention à éviter la vaseline, qui est incompatible avec le préservatif. C'est quelque chose qu'on oublie parfois de dire. Il faut de préférence quand même utiliser un lubrifiant qu'on trouve soit dans un love shop, en pharmacie ou sur Internet. Ensuite, c'est toujours très important d'être sûr que celui ou celle qui va être sodomisé soit d'accord et soit maître, si je puis dire, de la pénétration et de la situation.
C'est toujours mieux aussi de stimuler la zone au départ, à part pour quelqu'un qui aurait l'habitude de la pratique. Caresser les fesses, le creux des reins en amont, c'est aussi une belle manière de stimuler cette zone. Et au moment de l'intromission, c'est bien aussi de stimuler les organes génitaux, parce qu'il y a une excitation de toute la zone qui facilite la pénétration. Et il faut, et ça c'est très important à comprendre, lorsqu'on va à la selle, on pousse. Et ça va détendre le sphincter anal. Et c'est pareil pour la pénétration, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut pousser. Et c'est ça qui est difficile, parce que souvent, pousser, on a peur peut-être qu'il y ait des petits problèmes qui ne sont pas prévus. Et pourtant, c'est parce qu'on va pousser qu'on va décontracter, qu'on va laisser le sphincter être pénétré. Et c'est peut-être quelque chose qu'on ne dit pas souvent, que de temps en temps, c'est bien de le rappeler pour que la pénétration ne soit pas douloureuse. Ensuite, une fois qu'il y a pénétration, attendre un tout petit peu et faire des va-et-vient très lents, pour que la zone se détende, et une fois que c'est détendu, eh bien là, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et puis surtout, attention, si c'est avec un partenaire ou une partenaire qu'on ne connaît pas, c'est un des moyens de transmission d'infections sexuellement transmissibles les plus risqués, puisque, comme on le sait, c'est par là qu'on met un suppositoire, c'est pas dans le vagin. Donc attention, évidemment, utiliser un préservatif. Vous voulez ajouter quelque chose ? Peut-être juste avant l'intromission, comme vous dites, penser aux doigts pour détendre. Absolument. Ou un petit plug, voilà. Un petit jouet qui permet de... Voilà, un diamètre intermédiaire, on va dire. Exactement, surtout pour ceux qui sont très... C'est l'avantage des petites verges, il paraît. Voilà. Elles sont très appréciées pour des sodomies. Eh bien, on va parler de ce livre tout à fait intéressant, La guerre de sexcession, grâce à notre invité qui est avec nous, Vincent Coquebert. Bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. C'est un livre où vous abordez donc les rapports entre les hommes et les femmes sous différents angles. C'est un livre assez intéressant, parce que vous donnez beaucoup de chiffres. Vous avez fait un travail tout à fait remarquable, un travail de fond. Et avant de parler de votre livre, c'est un sujet qu'on aborde aujourd'hui avec Arthur Vernon, que vous connaissez peut-être, qui a ouvert ce fameux bar à fantasmes à Paris, où il y a beaucoup d'érotisme et de sensualité. La réouverture des maisons closes, la relation, enfin la prostitution, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire ? Qu'est-ce que j'ai envie d'en dire ? Alors, personnellement, je n'ai pas un regard très précis dessus, mais ce que cette idée, en tout cas dans l'air du temps, m'inspire, c'est qu'elle me semble en total anachronisme par rapport à un air du temps, en tout cas beaucoup moins libertaire qu'on a pu le connaître, et surtout un air du temps où la sexualité... Alors, évidemment, votre émission est un contre-exemple, mais en tout cas où la sexualité me semble être de moins en moins envisagée sur l'angle du plaisir partagé, sur l'angle vraiment de quelque chose d'un bon moment à passer entre adultes, mais de plus en plus vu sous un angle un peu pathologisé. En tout cas, c'est une activité qui peut être blessante, qui est même pas potentiellement simplement sur laquelle on va s'ennuyer, mais dont on risque potentiellement de sortir heurté. Et tout le vocabulaire de l'ère du temps et les différents syndromes dont on parle beaucoup dans les médias, dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, font un peu écho. On parle beaucoup d'emprise, d'abus, de toxicité. Et il suffit d'ailleurs de voir un petit peu comment le retour en fait aussi de crispation qu'il y a pu avoir ces derniers temps sur la pornographie. Là, on va dire que les 15 premières années des années 2000, en fait, la pornographie, il y avait ce qu'on appelait un air du temps un peu pop-porn, où elle était entrée dans la publicité, dans le cinéma, etc. Tout à fait, dans les séries aussi, qui utilisaient beaucoup leur code. Et on va dire ces 10 dernières années là, les débats sont plutôt en train de se demander, est-ce que finalement ce n'est pas tout simplement des viols filmés, est-ce qu'on n'est pas quelque part dans une industrie qui devrait peut-être potentiellement être interdite. En tout cas, c'est un débat qui revient plutôt. Alors, ce que vous dites est très intéressant, parce que justement, les témoignages qu'on a eus, ça allait un peu dans votre sens, c'est-à-dire qu'en fait, on va encadrer la prostitution, ça va être un lieu où on va pouvoir mettre un petit peu tout ce qui ne va pas sexuellement, comme ça. Vous êtes... Oui. Je ne peux pas être plus d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pense que ce que vous venez de dire est vraiment un message indispensable
qu'on doit vraiment entendre. Et moi, qui personnellement me rend un peu dingue, on est passé du sexe ludique, joyeux, épanouissant, à du sexe pathologisé, comme vous venez de le dire, et dans tous les discours, dans toutes les représentations culturelles. Et ça, effectivement, à titre personnel, ça ne me semble pas aller du tout dans le bon sens, mais c'est vraiment très bien justement de le verbaliser, de le dire, de l'expliquer, de faire un travail, je dirais presque scientifique sur le sujet pour le documenter. Mais c'est un sujet, à mon avis, fondamental aujourd'hui, fondamental, parce que ça remet complètement en cause l'équilibre entre les hommes et les femmes. Tout à fait, et c'est symptomatique de quelque chose de plus large, en fait, qui est, à mon sens, une désynchronisation qu'il y a entre les représentations du monde, du désir, des affects qu'il peut avoir chez les hommes et chez les femmes, mais de manière encore plus saillante chez les jeunes générations, qui, à travers finalement on va dire la manière dont ils embrassent l'air du temps, deviennent une caisse de résonance plus importante, en fait, quel est l'esprit du temps. Et l'esprit du temps est, en tout cas, à mon sens, dans un rapport à la sexualité qui fait écho à ce que j'ai appelé dans la civilisation du cocon, donc plutôt une civilisation du repli sur soi, et où le corps devenant un peu la dernière matière, le dernier endroit ou le dernier bastion de pouvoir dans un monde où qu'on a l'impression de moins en moins contrôlé, devient quelque part le dernier sanctuaire. Donc, où tout est question de potentiel abus, de potentiel dépassement du consentement. Alors évidemment, le consentement, c'est très important, mais quand, dans la grammaire du désir, de l'érotisme et de la sexualité, les mots qui reviennent le plus et les débats qui reviennent le plus ne sont pas comment, quelque part, être dans un moment de complicité partagée, être quelque part dans quelque chose qui est de l'ordre du partage. Mais moi, le consentement, moi, je veux bien, pourquoi pas. On a mis ce mot aujourd'hui, mais quand il y a respect et confiance, où est le problème? Est-ce qu'on a besoin du mot de consentement? Alors, précisément, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est que je trouvais qu'il y avait vraiment un air du temps qui se polarisait entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Au-delà on a pu se rendre compte qu'au niveau politique, les jeunes femmes étaient de plus en plus progressistes, les jeunes garçons étaient de plus en plus conservateurs, que le couple était en récession, que le nombre de relations sexuelles entre les hommes et les femmes, et surtout chez les jeunes générations, était lui aussi en récession, que l'amitié est en récession, et donc aussi une baisse de la natalité. In fine, on l'observe ça dans à peu près tous les pays occidentaux. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire, d'où ça venait et vers quoi nous menait ce que j'ai appelé la sexcession, qui est différente de la lutte des sexes, qu'on appelait, qui renvoie au vocabulaire des années 70 et qui était paradoxalement une manière un peu de caricaturer l'autre sexe à travers ses petits défauts, à travers ses petits trends, mais qui en fait coïncidait avec une grande homogénéisation des valeurs entre hommes et femmes. Entre 70 et la fin des années 2000, on s'est rendu compte que hommes et femmes pensaient de plus en plus de la même manière, avaient une même représentation du monde, que les hommes et les femmes aussi trouvaient que c'était nettement mieux dans leur relation avec le sexe opposé que dans les années auparavant, et depuis la fin des années 2000, début des années 2010, tout s'est grippé et se grippe de plus en plus. Voilà, donc c'est... Oui. Alors, et ça, vous le voyez au début des années 2010 et non pas vraiment avec l'arrivée du mouvement MeToo? Non, parce que MeToo, en fait, pour moi, est vraiment non pas un événement fondateur, mais plutôt un accélérateur. Moi, je le date plutôt vers... En fait, ce qui s'est passé, à mon sens, c'est qu'en 2008, avec la crise économique, alors évidemment, ça, on peut paraître très très loin, mais elle a cassé quelque chose dans la représentation du monde, où, quelque part, la promesse de la modernité, le demain sera mieux et je vais pouvoir, quelque part... C'est le début de la prise de conscience que le monde occidental était en danger, me semble-t-il. Oui, voilà. Et c'est à ce moment-là, me semble-t-il, puisque le monde occidental est en danger, on a, entre guillemets, la naissance du wokisme, on a la naissance de certains conservateurs qui veulent revenir au monde d'avant, enfin, parce que chacun va se raccrocher à ses croyances pour que peut-être le monde occidental ne meure pas. Et malheureusement, on voit qu'il est plutôt mal en point, enfin me semble-t-il. Et c'est en ça que vous avez tout à fait... votre livre, vraiment, moi j'ai trouvé votre livre passionnant et je le conseille à tous, La guerre de sexcession. En plus, je trouve que le titre est très intelligent. C'est aux éditions Arquet. Et moi, il y a quelque chose sur lequel j'ai envie de venir. C'est une phrase que j'ai soulignée. Vous parlez des femmes et de leurs désirs. Moi, j'ai toujours pensé...
parce que peut-être j'ai beaucoup de connaissances en psychanalyse, oui, la femme est un peu dans le désir de l'autre, c'est vrai. Et vous dites, elle ne désire plus être désirée. Et je pense que c'est ça qui est problématique pour toutes ces jeunes femmes aujourd'hui. En effet, elles ne veulent plus être désirées. Et si une femme ne veut plus être désirée, comment elle existe, quoi ? Alors comment elle existe aujourd'hui ? Ça existe à travers en fait une sorte de culture du ressentiment, une sorte de culture de l'imputabilité. Si je souffre, c'est parce qu'on est dans un air du temps aussi qui cherche beaucoup des boucs émissaires. Donc on a eu. On est dans une société victimaire aujourd'hui. Il faut être victime pour exister. Oui, et puis surtout faut un responsable en fait, parce que si on est victime, c'est qu'il y a bien un bourreau. Donc pour certains c'était les élites, pour d'autres c'est les étrangers, pour d'autres ça peut être les générations passées, les boomers par exemple, et ça a dépassé de plus en plus l'intime. Et à travers ces visions du monde aujourd'hui entre jeunes hommes et jeunes femmes qui sont de plus en plus divergentes, quelque part l'autre est de moins en moins vu comme un partenaire, mais de plus en plus comme une menace. Donc à partir du moment où l'autre est une menace, c'est compliqué aussi de vouloir se mettre... Encore une fois, parce que l'identité est devenue le dernier bastion, le corps étant le support de l'identité, eh bien, on est vraiment dans une logique, d'une identité défensive et absolument pas dans une identité qui veut entrer en dialectique. D'ailleurs, d'où ce courant très militant des trans, qui justement vont carrément aller dans une sorte d'identité inversée pour montrer à quel point on est. Mais c'est intéressant. Mais en fait, si on a envie d'être victime, c'est qu'on n'a pas envie d'être libre. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes ont vraiment envie d'être libres ? Elles préfèrent être des victimes ? Alors, je pense que tout le monde a peur de la liberté, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que, quelque part, la liberté est aussi une des promesses de la modernité, mais qui pouvait s'épanouir si on avait une vision positive du futur. Et qui peut aussi s'épanouir à travers le collectif, parce qu'on n'est jamais libre tout seul. Et à partir du moment où on sent qu'il y a de moins en moins de collectifs, mais de plus en plus des petites communautés fragmentées, quelque part, ma liberté, elle est circonscrite et surtout, la liberté, c'est la terreur en fait, parce que la liberté, ça implique d'être responsable de ses choix. La liberté, ça implique d'être potentiellement heurté par l'autre, et donc en fait d'être responsable de ce risque-là. Et d'assumer ses choix. Et si on n'est pas heureux, c'est peut-être de notre faute, puisqu'on est libre. Tout à fait. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup dès qu'on cherche en fait une réponse à ce malheur-là, on va dire c'est systémique. Donc avant c'était le système, maintenant donc on va réinventer plein de systèmes. Alors, mais c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que on n'a jamais été aussi quelque part livré à nous-mêmes, on n'a jamais été aussi quelque part responsable, comme vous dites, en fait, de nos choix, de nos manières de mener notre vie, des partenaires qui vont paver ou pas cette vie-là. Et quelque part, quand on est déçu, quand on est heurté, quand on est blessé, ce sont des choses qui arrivent dans la vie, on va essayer de trouver en fait une explication sociopolitique qui nous dépasse et dans lequel finalement on pourrait se déresponsabiliser parce que quelque part je ne suis jamais tout à fait libre de mes choix parce que ces choix-là vont être guidés ou vont être poussés par des systèmes qui me dépassent. Vincent Coquebert, Arthur Vernon, on fait une toute petite pause et puis je crois que vous avez envie de réagir. Arthur Vernon, je vous donne la parole dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes avec Arthur Vernon, que vous connaissez bien, qui a créé ce Suite Paradise, ce bar à fantasmes à Paris, dans non pas dans le 12e, dans le 2e, 12 rue Marie-Stuart. Et nous sommes avec Vincent Coquebert, qui vient de sortir La guerre de succession aux éditions Arquet. Et on parle évidemment beaucoup d'intime dans ce livre. On parle de la question du genre, on parle des relations hommes-femmes, etc. Je crois, Arthur Vernon, que vous aviez envie vraiment de réagir, je vous en prie. Oui, alors, pas pour débattre, je serais extrêmement mauvais sur le sujet parce que je souscris vraiment totalement à ce que vous venez de dire une nouvelle fois. Et je trouve que ce discours que vous venez de prononcer sur Sud Radio, c'est un discours qu'on entend vraiment très peu. Je le considère personnellement comme étant un discours indispensable. J'espère vraiment que vous serez invité beaucoup dans de nombreux médias pour pouvoir distiller un petit peu cette analyse, parce que le problème des personnes que vous venez de citer, c'est qu'elles sont effectivement totalement dans cette, entre guillemets, idéologie, et que là vous apportez un recul, et que ce recul, parfois, elles ne l'ont absolument pas, et que peut-être simplement le fait d'entendre ce discours va leur permettre
peut-être de se poser une question, ah bah tiens, effectivement, pourquoi je suis dans cette logique un petit peu victimaire, pourquoi c'est toujours la faute du système, voilà. Donc je pense que c'est un discours important, donc j'espère qu'il aura la possibilité d'infuser à travers les médias et la population pour faire évoluer et simplement ne serait-ce que faire réfléchir. Vous êtes vraiment un idéaliste, Arthur Vernon, bravo. Non, mais le problème aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux, tout le monde est conforté d'être dans son petit réseau. On a nos petits amis qui vont partager des messages et par empathie naturelle, on va liker le message et en likant le message, en fait, on s'approprie le discours de l'autre sans y avoir vraiment réfléchi. Et c'est ça qui crée des communautés. Et ces petites communautés, donc elles pensent toutes la même chose sans jamais avoir réfléchi, mais simplement par une forme de conformisme intellectuel. Et lorsqu'à un moment, on a un discours, on va dire, disrupteur, là, dans ces conditions, ça permet de faire ce travail de réflexion qu'on n'a en réalité jamais fait parce qu'on est dans notre petit entre-soi qui est permis aujourd'hui par les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que ce discours, il va permettre à certaines personnes de dire tiens, ah oui, et moi, est-ce que j'ai agi comme ça? Est-ce qu'effectivement j'ai cette façon de penser parce que j'ai simplement cliqué sur un like, mais j'avais pas vraiment réfléchi au sujet. Donc c'est fondamental d'avoir Vincent une Coquebert, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? En fait, ce qui est sûr, je suis d'accord sur cette idée là des réseaux comme des sphères, des bulles protectrices où finalement c'est là où on cultive en fait tout ce que je racontais sur cette politique de la rancœur, de l'imputabilité, et c'est aussi pour ça en fait que la sécession a pu s'épanouir. C'est parce que comme on disait, elle est un peu arrivée à mon sens avec la crise de 2008 qui a cassé les représentations un petit peu et qui a cassé cette vision d'un futur sur lequel on aurait de la prise et donc ce repli identitaire. Et les réseaux sociaux sont venus mettre en narration quelque part cette identité-là pour les renforcer. Et les identités genrées deviennent quelque part des identités sur lesquelles on va vraiment se fixer parce qu'elles répondent à des questions très, très fondamentales, qui est l'intime, le rapport à l'autre, le rapport au désir, le rapport à nos affects. Sauf qu'on ne se rend pas compte qu'ils ne viennent pas nous aider à entrer en contact avec l'autre, mais ils ne viennent de plus en plus nous refermer. Nous opposer, oui. Nous opposer, nous refermer. C'est pour ça que je parle de sécession, parce qu'en fait, c'est une lutte sans bataille. C'est une lutte qui va déboucher sur aucune alternative structurée. On n'a pas d'alternative aujourd'hui, on va dire post-patriarcale ou post-individualiste qui se met en place. Et surtout, c'est une guerre sans dialogue, parce que ce sont des monologues parallèles qui ne se répondent pas, qui ne dialoguent pas. Et dont, à mon avis, les pôles les plus hystérisés aujourd'hui sont avec tous les masculinistes qu'on peut voir, qui eux développent une vision de la femme comme un être hostile, comme un être qui leur vaudrait du mal, mais est-ce que vous ne croyez pas que finalement les masculinistes et les néo-féministes, c'est finalement comme l'extrême droite et l'extrême gauche qu'on voit aujourd'hui, Tout à fait. C'est juste parce que c'est des gens soit qui ont peur, soit qui sont en colère. Ce sont des syndromes, sont vraiment les syndromes de cet ère du temps. C'est un ère du temps qui infuse vraiment, on va dire, de manière beaucoup plus large, sûr, et dont les représentations, comme vous dites, où c'est les extrêmes, les représentations. Je vais utiliser le mot d'hystériser, mais il faut comprendre absolument pas en termes d'hystérique, on va dire les radicaux. Pour moi, là où les médias sont très responsables, parce que moi j'écoute des gens depuis 25 ans, donc je crois que j'ai quand même une écoute de ce que c'est que l'intime. Moi, j'en entends pas beaucoup des extrêmes. La majorité, alors c'est une majorité silencieuse, mais la majorité n'est ni féministe extrême, ni masculiniste. Donc les médias sont quand même responsables parce qu'ils nous abreuvent tout le temps de ces discours-là. C'est vrai, mais c'est pour ça que je parlais des jeunes générations tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on ne va pas beaucoup vous inviter, parce que vous n'avez pas ce discours-là. Ah non. Alors, peut-être. J'espère qu'on vous invite. Moi aussi, j'espère qu'on m'invitera partout, évidemment. Mais c'est qu'en fait, on est aussi dans un ère du temps où les jeunes générations sont les porte-voix de l'ère du temps. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, néanmoins, même si je suis bien d'accord, ça fait 25 ans que vous écoutez les individus et ils ne sont pas tous, et sûrement pas la majorité, dans ces positions qui peuvent être parfois un petit peu radicales. Mais chez les jeunes générations qui sont, eux, en construction identitaire, il faut se construire par rapport à un modèle ou un contre-modèle. C'est vrai. Et donc, ils se retrouvent, eux, en prise avec, c'est pour ça que je parlais de rôle genré, où quelque part, on va, et encore une fois, cette culture du bouc émissaire, si à un moment donné, je ne vais pas bien en tant que jeune garçon, ça va être à cause des jeunes femmes émancipées, et si je ne vais pas bien en tant que jeune fille, ça va être avec ces hommes qui ne sont pas assez déconstruits, ou qui, de toutes les manières, c'est aussi pour ça, à un moment donné, je parle de ce concept d'hétéropessimisme, c'est qu'aujourd'hui, il y a se développe de
en plus cette idée-là finalement qu'il y a une fatalité, que les dés sont pipés, que même le féminisme en fait est une arnaque et de toute façon en tant que jeune homme, de toute façon la séduction est aussi un piège et on ne voudra jamais de moi. Donc une vision, on va dire, mais vraiment dépressogène de la... D'ailleurs, l'anxiété chez les jeunes, elle ne cesse d'augmenter. Oui, oui, tout à fait. Cette ère du temps se conjugue en fait avec... avant, vous savez, on parlait de la courbe en U. Donc on allait très très bien quand on était jeune, on allait un peu moins bien vers 40 ans, 50 ans, et ensuite le bonheur remontait dans nos plus vieilles années, on va dire à l'automne de notre vie. Et aujourd'hui, en fait, cette courbe est inverse et les jeunes deviennent le point nodal du mal-être. C'est assez... ça devrait nous interroger en fait aussi sur les représentations. Ça montre l'état de la société. Tout à fait. Mais c'est la jeunesse, c'est la société de demain. Hein. Exactement. Mais donc nos si relations... nos jeunes vont mal, la société va mal. Exactement. Et mais on devrait faire le lien entre entre les relations, l'affectivité, l'amitié, avec ce mal-être. Il nous reste peu de temps. Quelles seraient les solutions, Vincent, Arthur? Donnez-nous un peu d'espoir, s'il vous plaît. Un peu d'espoir, alors... Peut-être une prise de conscience déjà que le discours, et c'est ce que je retiens aussi de votre intervention, c'est que ce discours ambiant ne nourrit pas le bonheur. Et donc, s'il est inefficace, parce que je pense que le bonheur de chacun est quelque chose d'important, s'il est inefficace, peut-être faudrait-il remettre en cause, contextualiser davantage le discours pour arriver à un discours différent qui permette le bonheur. Parce que si vous dites justement les jeunes adhèrent à un discours et donc les jeunes sont malheureux aujourd'hui, ce qui à mon avis correspond à la réalité de façon globale, c'est qu'on a un problème avec le discours et donc que ce discours il doit évoluer. Évidemment il n'y a pas de fumée sans feu. Si les femmes ont l'impression qu'il y a eu des problèmes avec les hommes, évidemment qu'il y a eu des agressions, évidemment qu'il y a eu du patriarcat, mais le discours général qui consiste à systémiser le tout ne va pas les rendre plus heureuses et au contraire il faut essayer de trouver une piste qui va être, on va dire, une forme de réconciliation entre les hommes et les femmes et donc un discours alternatif qui permettra ce bonheur entre les sexes et les genres. Vincent Coquebert, le mot de la fin? Oui, tout à fait, c'est comprendre que derrière les systèmes il y a surtout des individus et que chaque individu n'est pas le représentant d'un système à lui tout seul et que la reconnaissance de l'imperfection de l'autre, la reconnaissance de la vulnérabilité de l'autre nous permet aussi peut-être d'entrer un peu plus en contact, en dialogue et en dialectique avec lui, parce qu'on est des êtres sociaux, on est des êtres imparfaits et c'est à travers quelque part cette manière d'entrer en communication avec l'autre qu'on arrive quelque part un petit peu aussi à mieux se connaître, parce qu'il y a aussi on n'en a pas parlé, mais ce grand mantra de l'ère du temps de se recentrer sur soi, de se concentrer sur soi, de penser qu'en fait on ne se connaît jamais aussi bien soi-même mais en fait c'est toujours l'autre qui nous reconnaît, c'est à travers l'autre qu'on peut apprendre à se connaître. Donc c'est peut-être aussi comprendre que l'aventure n'est pas intérieure mais elle est extérieure. Eh bien, ça s'appelle La guerre de succession. Je vous le conseille réellement. C'est aux éditions Arquet. En tout cas, moi, j'ai trouvé que le livre était vraiment passionnant. Merci beaucoup, Vincent Coquebert. Et puis, merci beaucoup à Arthur Vernon. Je ne vous le donne pas parce que je vais le garder, ce livre. Et merci, Arthur Vernon. Et allez voir de temps en temps le Sweet Paradise. C'est un lieu où on s'y sent bien et qui est à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire. Et puis, tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Lundi, nous serons avec Yves-Alexandre Talman. Justement, comment on présente ses excuses sincères, comment on fait, ça sera un vrai sujet aussi.